À cet instant précis, pendant que tu lis ces mots, des dizaines de milliers de tes cellules sont en train de mourir, et des dizaines de milliers d'autres viennent de naître pour les remplacer. Ton corps se reconstruit sans cesse, se renouvelle, se répare. La peau que tu as aujourd'hui n'est pas celle que tu avais le mois dernier. La paroi de ton intestin se refait en quelques jours. Presque tout, en toi, est plus jeune que toi. Et pourtant, malgré ce renouvellement perpétuel, tu vieillis. Voilà le grand paradoxe, l'énigme que presque personne ne prend la peine de t'expliquer. Si ton corps se répare en permanence, pourquoi finit-il par s'user? Pourquoi les copies finissent-elles par se dégrader? Cette nuit, je vais te conduire tout au fond de toi-même, jusque dans le cœur de tes cellules, pour te montrer où se cache vraiment le vieillissement. Car ce qu'on a raconté est presque toujours faux, ou du moins incomplet. On t'a dit que vieillir, c'était l'usure, le temps qui passe, la machine qui se fatigue à force de tourner. Comme si ton corps était une voiture dont les pièces s'abîment avec les kilomètres. C'est une image commode, mais elle ne dit rien de la vérité. Le vieillissement n'est pas une simple usure passive. C'est un processus actif, écrit dans tes gènes, orchestré par des mécanismes d'une précision stupéfiante, que les biologistes n'ont commencé à comprendre vraiment que depuis quelques décennies. Reste avec moi cette nuit, et avant la fin de cette histoire, tu sauras pourquoi ton corps vieillit, ce qui se passe pour de vrai à l'intérieur de tes cellules, et où en est la science qui cherche, non pas à te rendre immortel, mais à ralentir cette lente transformation. Mais avant de descendre dans le monde de l'infime, arrête-toi un instant sur une question simple, et bien plus troublante qu'elle n'en a l'air. Pourquoi vieillit-on, au fond? La réponse paraît évidente, et pourtant elle ne l'est pas du tout. Songe à ceci. Une cellule, en soi, n'est pas condamnée à vieillir. La preuve, c'est que la lignée de cellules qui t'a donné naissance est d'une certaine façon immortelle. Tes propres cellules viennent de celles de tes parents, qui venaient de celles de leurs parents, et ainsi de suite, en une chaîne ininterrompue qui remonte à plusieurs milliards d'années, jusqu'aux toutes premières cellules apparues dans les océans de la jeune Terre. Cette lignée-là n'a jamais cessé de vivre. Si l'une de ces cellules était morte sans descendance, tu ne serais pas là. Tu es le bout vivant d'un fil qui n'a jamais été rompu depuis l'origine de la vie. La vie, prise dans son ensemble, ne vieillit pas. Alors pourquoi, toi, le ferais-tu? Voilà la première grande énigme que je veux que tu gardes vivante en toi cette nuit. Si la vie est capable de se perpétuer sans fin, si la lignée des cellules sexuelles traverse les âges sans jamais s'épuiser, pourquoi ton corps, lui, est-il mortel? Pourquoi la nature a-t-elle fabriqué des êtres qui se construisent avec un tel soin, pour les laisser ensuite se défaire? Cette question hante les biologistes depuis longtemps, et la réponse, quand elle a commencé à se dessiner, s'est révélée bien plus belle et plus subtile qu'on ne l'aurait cru. Mais pour la comprendre, il faut d'abord descendre. Il faut quitter l'échelle du corps que tu connais, et plonger vers le monde minuscule dont tu es fait. Alors, viens. Laisse-toi devenir tout petit, plus petit qu'un grain de poussière, plus petit qu'une bactérie, jusqu'à pénétrer dans l'une de ces cellules dont ton corps compte des dizaines de milliers de milliards. Te voilà à l'intérieur. Autour de toi, ce n'est pas le vide que tu imaginais peut-être, mais un monde grouillant, dense, traversé de mouvements incessants. Une cellule n'est pas une petite bille inerte. C'est une cité entière, affairée, où des milliers de machines travaillent sans relâche. Des structures glissent le long de filaments comme des trains sur des rails. Des usines fabriquent sans cesse de nouvelles pièces. Des sas s'ouvrent et se ferment, des messages circulent, des déchets sont triés et recyclés. Et au centre de cette cité, protégée comme un trésor, se dresse le noyau, la grande bibliothèque où repose le plan de tout ton corps. C'est là, dans ce noyau, qu'est rangé ton ADN, cette longue molécule où sont inscrites toutes les instructions qui te font ce que tu es. Et c'est là, aussi, que commence l'histoire du vieillissement. Approche-toi de cet ADN. Imagine une corde immense, fine au-delà de toute mesure, mais d'une longueur prodigieuse. Si tu déroulais l'ADN contenu dans une seule de tes cellules, et qu'il devenait visible, il mesurerait près de 2 mètres de long, replié, enroulé, tassé dans un noyau plus petit qu'un grain de sel. Et cet ADN n'est pas une corde unique, mais 46 morceaux distincts, 46 longs filaments enroulés sur eux-mêmes, que l'on nomme les chromosomes. Sur cette corde sont écrites, dans un alphabet de 4 lettres seulement,
toutes les recettes dont ton corps a besoin pour se construire et fonctionner. C'est le livre de la vie, ton livre, unique au monde. Et chaque fois qu'une de tes cellules se divise pour en donner deux, ce livre tout entier doit être recopié, lettre après lettre, des milliards de lettres, sans erreur ou presque. C'est ici, dans cette recopie, que se cache l'un des premiers secrets du vieillissement. Car la machine qui recopie ton ADN, aussi prodigieuse soit-elle, a un défaut singulier. Quand elle parcourt la longue corde du chromosome pour la dupliquer, elle ne parvient jamais à recopier tout à fait jusqu'au bout. Chaque fois qu'une cellule se divise, l'extrémité de chaque chromosome se trouve un peu raccourcie, comme si la copie perdait toujours ses dernières lignes. Tu imagines aussitôt le danger. Si à chaque division on perdait des lettres du livre, on finirait par effacer des instructions vitales, et la cellule mourrait. La nature a donc trouvé une parade, et c'est l'une des plus élégantes inventions du vivant. À l'extrémité de chaque chromosome, elle a placé une sorte de capuchon protecteur, une longue répétition d'une même petite séquence de lettres, qui ne code rien, qui ne contient aucune instruction utile, et qui sert juste de zone tampon. On appelle ce capuchon le télomère. Arrête-toi sur cette idée, car elle est d'une beauté presque poétique. Le télomère, c'est un peu comme l'embout de plastique au bout d'un lacet, celui qui empêche le lacet de s'effilocher. À chaque division cellulaire, c'est ce capuchon qui s'use, qui se raccourcit, et non les précieuses instructions du livre. Le télomère se sacrifie pour protéger le reste. C'est une réserve, une marge de sécurité, un peu de longueur en trop placée là pour qu'on puisse en perdre sans dommage. Mais voilà, cette réserve n'est pas infinie. À chaque fois qu'une cellule se divise, son télomère raccourcit un peu. Et division après division, année après année, ces capuchons protecteurs s'amenuisent. Ils sont, en quelque sorte, le décompte des copies déjà faites. Une horloge interne, gravée dans tes chromosomes, qui mesure le nombre de fois où tes cellules se sont déjà reproduites. Et quand cette horloge arrive au bout, quelque chose change. Prends le temps d'imaginer cette division cellulaire, car c'est l'un des spectacles les plus prodigieux de la nature, et il se déroule en toi des millions de fois par jour sans que tu en saches rien. Une cellule qui s'apprête à se diviser commence par recopier tout son livre, ses 2 mètres d'ADN, ses 46 chromosomes. Puis ces chromosomes se condensent, se compactent, deviennent des bâtonnets bien rangés. Et là se met en place un ballet d'une beauté à couper le souffle. De fins câbles se tendent à travers la cellule, s'accrochent à chaque chromosome, et les tirent avec une douceur parfaite, les répartissant en 2 groupes égaux, un pour chaque future cellule. Rien ne doit se perdre, rien ne doit s'égarer. Chaque nouvelle cellule doit recevoir une copie complète et exacte du livre. Puis la cellule s'étrangle en son milieu, se sépare en 2, et voilà 2 cellules là où il n'y en avait qu'une, chacune dotée de son livre entier. Ce miracle silencieux, cette répartition d'une exactitude prodigieuse, se reproduit en toi sans relâche, partout, à toute heure. C'est ainsi que ton corps se tient debout et se renouvelle. Et c'est à chacun de ces ballets que les télomères, sans jamais y manquer, perdent un peu de leur longueur. Voilà donc la première horloge de ton corps, et la plus célèbre. On l'a découverte au fil du XXe siècle, par étapes successives. D'abord, un biologiste nommé Léonard Hayflick remarqua, dans les années 60, que les cellules humaines cultivées en laboratoire ne se divisaient pas indéfiniment. Après un certain nombre de divisions, une 50aine environ, elles cessaient de se reproduire, comme si elles avaient atteint une limite invisible. On appela cela la limite de Hayflick, et longtemps on ne comprit pas d'où elle venait. Ce n'est que plus tard qu'on relia ce phénomène au raccourcissement des télomères. À chaque division, le capuchon s'use, et quand il devient trop court, la cellule reçoit un signal d'alarme. Elle comprend que son ADN est en danger, qu'elle ne peut plus se diviser sans risquer d'abîmer son livre. Alors elle s'arrête. Mais ce qu'elle devient ensuite, ce qui lui arrive après cet arrêt, c'est là que l'histoire prend un tour bien plus inquiétant. Car une cellule qui cesse de se diviser ne meurt pas forcément. Et c'est bien là ce qui rend le vieillissement si étrange. On pourrait croire qu'une cellule trop vieille, dont les télomères sont épuisés, disparaît très simplement, laissant la place à une cellule neuve. Parfois, c'est ce qui se passe. Mais souvent, elle fait tout autre chose. Elle entre dans un état particulier, ni vivante au sens plein, ni morte, une sorte de demi-sommeil dont elle ne se réveillera jamais.
Elle reste là, dans ton corps, immobile dans son cycle, incapable de se reproduire, mais toujours active à sa façon. On appelle cet état la sénescence cellulaire, et c'est l'un des grands acteurs du vieillissement. Garde bien ce mot en mémoire, car nous allons y revenir, et tu vas découvrir que ces cellules endormies sont bien plus dangereuses qu'elles n'en ont l'air. Mais avant cela, il faut que je te dise une chose qui change tout, une chose qui montre à quel point les télomères ne sont pas une simple fatalité. Car il existe, dans certaines de tes cellules, une machine capable de reconstruire les télomères, de rallonger ses capuchons à mesure qu'ils s'usent. Cette machine, on l'a nommée la télomérase, et sa découverte a valu un prix Nobel à ceux qui l'ont mise au jour, Elizabeth Blackburn, Carol Greider et Jacques Shostak. La télomérase est une sorte de réparateur, qui rajoute des lettres au bout des chromosomes pour compenser celles qu'on perd à chaque division. Tu te demandes sans doute pourquoi, si cette machine existe, tes cellules vieillissent malgré tout. La réponse est subtile, et c'est l'une des plus belles ruses de la nature. La télomérase ne travaille pas partout. Dans la plupart de tes cellules, elle est éteinte, mise en sommeil. Et cela, contre toute attente, n'est pas un défaut. C'est une protection. Laisse-moi t'expliquer ce paradoxe, car il est au cœur de tout. Imagine que toutes tes cellules disposent en permanence de la télomérase, qu'elles puissent rallonger leurs télomères sans fin et se diviser indéfiniment, sans jamais s'arrêter. Tu pourrais croire que ce serait merveilleux, que ce serait la clé de l'éternelle jeunesse. Mais une cellule qui se divise sans limite, qui ne reçoit jamais de signal d'arrêt, c'est exactement la définition d'une cellule cancéreuse. Le cancer, c'est une cellule qui a oublié comment s'arrêter, qui se reproduit encore et encore au mépris de tout. En éteignant la télomérase dans la plupart de tes cellules, ton corps les empêche de se diviser sans fin. La limite des télomères est donc, en partie, un rempart contre le cancer. C'est un compromis que l'évolution a tranché en ta faveur. Pour te protéger des tumeurs, elle a accepté que tes cellules vieillissent. La mort à petit feu contre la prolifération folle. Voilà l'un des grands marchés silencieux inscrits dans ta biologie. Tu commences à entrevoir, peut-être, combien le vieillissement est une affaire d'équilibre délicat, de compromis et non d'usure brute. Mais les télomères ne sont qu'une pièce du puzzle. Une pièce célèbre, importante, mais loin d'être la seule. Car même si l'on parvenait à rallonger tous tes télomères, à remonter cette première horloge, tu vieillirais encore. D'autres mécanismes sont à l'œuvre, tout aussi profonds, et il faut maintenant que je te les montre l'un après l'autre. Reprends ton souffle, reste petit, et porte ton regard de nouveau vers la grande corde de l'ADN. Car ce livre de la vie, ce trésor gardé avec tant de soin, subit chaque jour des assauts dont il n'a pas la moindre idée. Songe un instant à ce que ton ADN doit endurer. Chaque cellule de ton corps voit son ADN attaqué, abîmé, blessé des dizaines de milliers de fois par jour. Oui, tu as bien entendu. Des dizaines de milliers de blessures quotidiennes, dans chacune de tes cellules. Le rayonnement du soleil, les substances chimiques que tu respires ou que tu manges, et surtout les sous-produits du fonctionnement normal de ta propre cellule, tout cela vient frapper ton ADN, casser ses brins, altérer ses lettres, brouiller son message. C'est une avalanche permanente de dommages, un bombardement qui ne cesse jamais, ni le jour ni la nuit, ni quand tu travailles ni quand tu dors. Et si rien ne venait réparer ces blessures, ton livre de la vie deviendrait illisible en quelques jours, et tu mourrais aussitôt. Mais quelque chose veille. Dans chacune de tes cellules œuvre une armée de petites machines réparatrices, qui parcourent sans cesse l'ADN, repèrent les lésions, les corrigent, recollent les brins cassés, remplacent les lettres erronées. C'est un travail titanesque, mené à chaque seconde dans chacune de tes innombrables cellules. Ces réparateurs sont d'une efficacité prodigieuse, et c'est grâce à eux que ton ADN reste lisible année après année. Mais voilà le drame discret. Aussi bons soient-ils, ils ne sont pas parfaits. De temps en temps, une blessure leur échappe. De temps en temps, une réparation se fait mal, laisse une cicatrice, une lettre changée, une petite erreur qui demeure. Et ces erreurs, ces minuscules altérations du texte, s'accumulent. Sans hâte, au fil des années, ton ADN se couvre de cicatrices invisibles. Le livre reste lisible dans l'ensemble, mais il se ride, en quelque sorte, page après page. Et il y a pire, ou du moins plus subtil. Car ton ADN n'est pas seulement un texte.
C'est un texte annoté. Imagine un livre, en plus des mots, des marque-pages, des soulignements et des notes dans la marge indiqueraient quelles pages doivent être lues et lesquelles doivent rester fermées. Toutes tes cellules contiennent le même livre, le même ADN, exactement. Et pourtant une cellule de ta peau ne ressemble en rien à une cellule de ton foie ou de ton cerveau. Pourquoi? Parce que dans chaque type de cellule, ce ne sont pas les mêmes pages qui sont ouvertes. Ces annotations, ces marques qui décident quels gènes sont actifs et quels gènes sont éteints, forment ce qu'on appelle l'épigénome. C'est la couche d'instruction posée par-dessus le texte, celle qui dit à chaque cellule quel rôle jouer. Et cette couche-là, elle aussi, se dérègle avec le temps. Voilà une découverte qui a bouleversé la science du vieillissement ces dernières années. Avec l'âge, les annotations de ton livre se brouillent. Des marque-pages se déplacent, des notes s'effacent, d'autres apparaissent là où elles ne devraient pas. Des pages qui auraient dû rester fermées s'ouvrent, des pages qui auraient dû être lues se referment. Peu à peu, tes cellules perdent une part de leur identité, oublient un peu qui elles sont censées être. Une cellule âgée, c'est en partie une cellule qui a perdu le fil de ses propres instructions, qui ne sait plus tout à fait lire son livre comme il faudrait. Et le plus fascinant, c'est que ces dérèglements suivent un schéma si régulier qu'on peut, en lisant l'état de l'épigénome d'une cellule, deviner l'âge de la personne avec une précision remarquable. Les chercheurs ont mis au point ce qu'ils appellent des horloges épigénétiques, capables de mesurer ton âge biologique réel, qui n'est pas toujours celui de ton état civil. Arrête-toi sur cette idée, car elle est riche d'espoir autant que de vertige. Ton âge biologique, celui de tes cellules, n'est pas exactement le nombre d'années que tu as vécu. Deux personnes nées le même jour peuvent avoir des cellules d'âge très différents, selon leur vie, leur sommeil, leur alimentation, leur part de chance et leur part d'effort. Le temps qui passe sur le calendrier est inexorable, mais le temps qui passe dans tes cellules, lui, peut être un peu ralenti, ou au contraire accéléré. Et voilà qui ouvre une porte vertigineuse. Si l'âge biologique se lit dans l'épigénome, et si l'épigénome peut être modifié, alors peut-être, un jour, pourrait-on remonter cette horloge. Peut-être pourrait-on aider une cellule âgée à retrouver une part de sa jeunesse, à se souvenir de qui elle était. Cette idée n'est plus de la pure rêverie. Des laboratoires y travaillent. Mais nous y reviendrons, car avant d'espérer ralentir le vieillissement, il faut en comprendre toutes les facettes, et il en reste de bien étranges à découvrir. Reviens un instant à ces cellules endormies dont je t'ai parlé tout à l'heure, ces cellules sénescentes qui ont cessé de se diviser sans pour autant mourir. Je t'avais promis qu'elles étaient plus dangereuses qu'elles n'en avaient l'air, et le moment est venu de te dire pourquoi. Longtemps, on a cru que ces cellules étaient simplement inertes, qu'elles dormaient sans nuire à personne, attendant en paix leur fin. On s'est trompé. Une cellule sénescente n'est pas une cellule silencieuse. C'est au contraire une cellule bavarde, une cellule qui parle, qui crie même, et qui empoisonne son voisinage. Car elle se met à libérer sans cesse un cocktail de substances, des signaux d'inflammation, des messages chimiques qui dérangent les cellules saines autour d'elle. C'est comme une pomme qui pourrit dans un panier, et qui, en pourrissant, accélère la décomposition de toutes les autres. Comprends bien la gravité de ce phénomène. À mesure que tu vieillis, ces cellules sénescentes s'accumulent dans tes tissus. Quand tu es jeune, ton système immunitaire les repère et les élimine, faisant le ménage avec efficacité. Mais avec l'âge, ce ménage se fait moins bien, et les cellules endormies s'entassent, de plus en plus nombreuses. Et chacune d'elles diffuse autour de soi son brouillard inflammatoire. Cette inflammation diffuse, sourde, permanente, qui s'installe avec l'âge, les chercheurs lui ont même donné un nom. Ils parlent d'inflammation du vieillissement, un feu de braise qui couve dans tout le corps, jamais assez vif pour qu'on le remarque, mais jamais éteint non plus. Et ce feu lent abîme les tissus, fragilise les organes, et participe à presque toutes les maladies que l'on associe au grand âge. Les cellules sénescentes sont ainsi devenues, aux yeux de la science, l'une des cibles les plus prometteuses pour qui veut ralentir le vieillissement. Imagine ce que cela signifie. Et si l'on pouvait débarrasser le corps de ces cellules empoisonneuses? Et si l'on trouvait un moyen de les éliminer une à une, sans toucher aux cellules saines, comme on retire les pommes pourries du panier avant qu'elles ne gâtent les autres? C'est exactement ce que cherchent certains chercheurs, qui travaillent sur des substances qu'ils appellent les sénolytiques, des molécules conçues pour tuer de façon ciblée les seules cellules sénescentes. Et chez l'animal, dans des laboratoires,
Les premiers résultats ont de quoi faire rêver. Des souris dont on avait éliminé les cellules sénescentes ont vu certaines de leurs fonctions s'améliorer, leur santé se restaurer en partie, leur vie même se prolonger un peu. Mais sois prudent, et garde la tête froide. Ce qui marche chez la souris ne marche pas toujours chez l'homme. Et nous sommes encore loin, très loin, d'un traitement qui ferait reculer le vieillissement humain. C'est une piste, une promesse, un espoir sérieux et étudié, mais pas un miracle disponible. Cette honnêteté-là, il faut la garder à l'esprit tout au long de notre voyage. Et maintenant, laisse-moi te conduire vers une autre merveille cachée de tes cellules, peut-être la plus surprenante de toutes quand on parle de vieillissement. Reviens à l'intérieur de la cité cellulaire et regarde, parmi toutes les structures qui s'y affairent, ces petits organes en forme de haricots, présents par centaines, parfois par milliers, dans chacune de tes cellules. On les nomme les mitochondries, et ce sont les centrales électriques de ton corps. C'est en elles, et en elles seules, que se fabrique presque toute l'énergie qui te fait vivre. Chaque battement de ton cœur, chaque pensée qui traverse ton esprit, chaque mouvement de tes muscles, tout cela est alimenté par l'énergie produite dans tes mitochondries. Sans elles, tu t'éteindrais en quelques secondes. Et le plus fascinant, c'est leur origine, une histoire si étrange qu'elle ressemble à un conte. Car les mitochondries n'ont pas toujours fait partie de nos cellules. Il y a très longtemps, plus d'1 milliard d'années, elles étaient des bactéries libres, des êtres vivants autonomes qui flottaient dans les océans. Puis un jour, l'une de ces bactéries fut avalée par une cellule plus grande, sans être digérée. Au lieu de se faire dévorer, elle se mit à vivre à l'intérieur de son hôte, dans une alliance qui devait durer sans fin. La grande cellule offrait l'abri et la nourriture, la petite bactérie offrait l'énergie. De cette union improbable, scellée il y a plus d'1 milliard d'années, descendent toutes les cellules complexes qui existent aujourd'hui, y compris les tiennes. Tu portes en toi, dans chacune de tes cellules, les descendantes de ces anciennes bactéries. Et la preuve en est troublante. Tes mitochondries ont gardé leur propre ADN, distinct du grand ADN de ton noyau, un petit reliquat de leur passé bactérien. Tu n'es pas un seul être, en vérité. Tu es une alliance, une symbiose, une cité où cohabitent depuis des éons 2 lignées de vie autrefois distinctes. Mais ces centrales d'énergie, aussi prodigieuses soient-elles, ont leur talon d'Achille, et c'est là que le vieillissement revient frapper. Quand une mitochondrie fabrique de l'énergie, elle le fait un peu comme un feu qui brûle un combustible. Et comme tout feu, elle produit des résidus, des étincelles, des particules agressives qu'on appelle les radicaux libres. Ces radicaux sont des molécules instables, avides, qui cherchent à arracher des morceaux de tout ce qui les entoure. Ils peuvent abîmer les protéines, attaquer les membranes, et même blesser l'ADN, y compris le petit ADN des mitochondries elles-mêmes. Voilà donc une centrale qui, en produisant l'énergie de la vie, produit aussi du même geste ce qui l'use peu à peu. C'est un paradoxe vertigineux. Le souffle même qui te fait vivre est aussi celui qui te corrode, à très bas bruit, depuis ton premier jour. Pendant longtemps, on a même cru que c'était là toute l'explication du vieillissement. On pensait que vieillir, c'était simplement rouiller de l'intérieur, s'oxyder sans bruit sous l'action de ces radicaux libres, comme un métal exposé à l'air finit par se couvrir de rouille. Cette idée, qu'on a appelée la théorie radicalaire du vieillissement, a régné pendant des décennies. Elle était séduisante, simple, presque évidente. Mais la science, à mesure qu'elle creusait, a découvert qu'elle était beaucoup trop simple. Car on s'est aperçu que ces radicaux libres ne sont pas que des poisons. Ils servent aussi de signaux, de messagers utiles à la cellule. Et l'on a vu que des animaux qui en produisent davantage ne vieillissent pas forcément plus vite, et parfois même vivent plus longtemps. L'oxydation joue un rôle, c'est certain, mais elle n'est pas la grande coupable unique qu'on imaginait. Le vieillissement, encore une fois, refusait de se laisser réduire à une cause simple. C'est une trame à plusieurs fils, et chaque fois qu'on en saisit un, on s'aperçoit qu'il est tressé à tous les autres. Tu te demandes peut-être à quoi ressemble tout cela dans ton corps, dans ta chair que tu connais, et non plus dans le monde abstrait des cellules. Alors laisse-moi te le montrer, car le vieillissement laisse des traces que tu peux presque toucher. Songe à ta peau. Sa souplesse, sa fermeté, elle est due à de longues fibres tendues dans sa profondeur, des fibres d'une protéine que ton corps fabrique en abondance, et qui forment comme un tissage élastique sous la surface. Avec les années,
ton corps en fabrique moins, et celles qui restent se rigidifient, se croisent, perdent leur ressort. La peau, alors, se relâche, se plisse, ne reprend plus sa forme aussi vite qu'avant. Une ride, au fond, c'est cela. C'est le récit, écrit en surface, d'un tissage profond qui s'est lassé. Songe à tes os, que tu crois immuables et qui sont en réalité vivants, sans cesse défaits et reconstruits par des cellules ouvrières. Quand tu es jeune, on en bâtit plus qu'on en démolit, et l'os se renforce. Et plus tard, l'équilibre s'inverse. On démolit un peu plus qu'on ne bâtit, et l'os s'allège, devient plus poreux, plus fragile. Songe à tes muscles, qui fondent un peu si on ne les sollicite plus, à tes articulations dont le cartilage s'amincit. Tout cela, ce ne sont pas des avaries séparées. Ce sont les visages familiers d'une seule et même histoire, celle qui se joue tout au fond, dans le secret de tes cellules, et que tu as commencé à comprendre cette nuit. Ce qui est certain, en revanche, c'est que tes mitochondries, avec l'âge, fonctionnent moins bien. Elles deviennent moins efficaces, produisent moins d'énergie, accumulent les défauts. Et puisque tout, dans ton corps, dépend de l'énergie qu'elles fournissent, leur déclin se répercute partout. Tes muscles fatiguent plus vite, ton cerveau peine davantage, tes organes se réparent moins bien. Une partie de ce que tu ressentirais en vieillissant, cette baisse d'énergie, cette lassitude nouvelle, ce besoin de repos plus fréquent, trouve sa source dans ces minuscules centrales qui s'essoufflent au fond de tes cellules. Songe à cela. La fatigue des grandes années n'est pas dans ta tête. Elle est inscrite dans des organes plus petits qu'une bactérie, hérités d'une alliance scellée il y a plus d'1 milliard d'années, et qui, après tout ce temps, commencent peu à peu à perdre leur souffle. Il faut que je te montre encore un autre rouage de cette grande horloge, car il est partout en toi, à chaque seconde, et il vieillit lui aussi. Tu sais que ton ADN est un livre de recettes. Mais à quoi servent ces recettes, au juste? Elles servent à fabriquer des protéines. Les protéines, ce sont les véritables ouvrières de la cellule, les machines qui font tout le travail. Tout ce qui s'affaire dans la cité cellulaire, les réparateurs de l'ADN, les capteurs de nourriture, les pièces des centrales d'énergie, tout cela est fait de protéines. Et une protéine, pour fonctionner, ne doit pas seulement être fabriquée avec les bonnes lettres. Elle doit aussi se plier, se replier sur elle-même selon une forme exacte, une forme d'une précision extrême, comme un origami d'une complexité folle. C'est sa forme qui lui donne sa fonction. Une protéine bien pliée travaille. Une protéine mal pliée ne sert à rien, et pire, elle peut devenir nuisible. Or ce pliage, ce repliement délicat, est une opération difficile, qui rate parfois. Ta cellule fabrique en permanence des quantités prodigieuses de protéines, et certaines, à coup sûr, se plient de travers. Quand tu es jeune, ta cellule dispose d'une équipe de surveillants vigilants, qui repèrent les protéines mal pliées, tentent de les remettre en forme, ou les détruisent si elles sont irrécupérables. C'est un contrôle qualité permanent, d'une efficacité remarquable. Mais avec l'âge, ce contrôle se relâche. Les surveillants se font moins zélés, moins nombreux. Et les protéines mal pliées commencent à s'accumuler. Elles s'agglutinent les unes aux autres, forment des amas, des grumeaux qui encombrent la cellule et finissent par l'étouffer. Ces amas de protéines déformées sont au cœur de plusieurs des grandes maladies du grand âge, celles qui frappent le cerveau et effacent peu à peu la mémoire. Le vieillissement, c'est aussi cela. C'est la lente perte de la capacité à maintenir l'ordre parmi ses propres protéines, à garder propre et net l'atelier de la cellule. Et il est un dernier rouage que je veux te confier, peut-être le plus poignant de tous. Tu te souviens que ton corps se renouvelle sans cesse, que des cellules neuves remplacent les anciennes. Mais d'où viennent-elles, ces cellules neuves? Elles naissent de réserves précieuses, gardées en certains endroits de ton corps, des cellules toutes spéciales qu'on appelle les cellules souches. Ce sont elles, les mères des cellules neuves. Quand ta peau s'use, quand ton sang se renouvelle, quand ton intestin se refait, ce sont tes cellules souches qui produisent la relève. Elles sont la source de la jeunesse permanente de tes tissus, le puits où ton corps puise pour se réparer. Mais ce puits, avec les années, se tarit. Tes cellules souches, à leur tour, vieillissent, s'épuisent, deviennent moins nombreuses et moins ardentes à la tâche. Et le jour où elles ne suffisent plus à remplacer ce qui meurt, alors les tissus s'amincissent, les blessures se referment moins bien, les organes se réparent avec plus de retard.
Le grand renouvellement perpétuel qui te maintenait jeune commence à prendre du retard. C'est, en un sens, la fatigue de la source elle-même. À ce stade de notre voyage, tu as déjà rencontré plusieurs des grands acteurs du vieillissement. Les télomères qui s'usent, l'ADN qui se couvre de cicatrices, l'épigénome qui se brouille, les protéines qui se plient de travers et s'agglutinent, les cellules souches qui s'épuisent, les cellules sénescentes qui empoisonnent leurs voisines, les mitochondries qui s'essoufflent. Mais il te faut savoir une chose, et c'est l'une des grandes avancées récentes de cette science. Des chercheurs ont entrepris, il y a une dizaine d'années, de dresser la liste de tous ces mécanismes, de répertorier les grandes causes du vieillissement, comme on dresserait la carte d'un continent inexploré. Ils ont publié un travail désormais célèbre, qui recense ce qu'ils ont appelé les marques du vieillissement, en anglais les hallmarks of aging. Et tu serais surpris de voir à quel point ces marques se répondent et s'entremêlent. Car le grand enseignement de ce travail, c'est que le vieillissement n'est pas une seule chose, mais un faisceau de processus liés les uns aux autres. Ce ne sont pas des causes isolées, mais un réseau, une toile où chaque fil tire sur les autres. Les télomères trop courts envoient des signaux de détresse qui poussent les cellules vers la sénescence. Les cellules sénescentes diffusent une inflammation qui abîme l'ADN des cellules voisines. L'ADN abîmé perturbe le fonctionnement des mitochondries. Les mitochondries défaillantes produisent des résidus qui dérèglent l'épigénome. Et l'épigénome déréglé pousse encore d'autres cellules vers la sénescence. Tout se tient, tout se nourrit. C'est ce qui rend le vieillissement si difficile à combattre. On ne peut pas couper un seul fil et espérer défaire la toile, car les autres fils continuent de tirer. Et c'est aussi ce qui le rend si fascinant à contempler, car c'est un système d'une complexité vertigineuse, où chaque pièce dépend de toutes les autres. Il y a, parmi ces marques du vieillissement, une que je veux te décrire en particulier, car elle te touche de près dans ta vie quotidienne. Tu sais que ton corps tire son énergie de ce que tu manges. Mais sais-tu que la façon dont tes cellules perçoivent la nourriture pèse en droite ligne sur ta vitesse de vieillissement? Tes cellules disposent de capteurs, de petites sentinelles moléculaires qui détectent l'abondance ou la rareté des nutriments. Quand la nourriture est abondante, ces capteurs ordonnent à la cellule de croître, de se diviser, de se dépenser. Quand elle se fait rare, ils ordonnent au contraire à la cellule de se mettre en mode économie, de faire le ménage, de se réparer, de se protéger. Et voici la découverte stupéfiante. Quand on réduit la nourriture d'un animal, sans le priver au point de le rendre malade, il vit souvent plus longtemps. Bien plus longtemps, parfois. Comme si la rareté réveillait dans la cellule des programmes de réparation et de survie endormis par l'abondance. Ce phénomène a été observé chez quantité d'animaux, depuis le minuscule ver de laboratoire jusqu'à la souris, depuis la mouche jusqu'au singe. Réduire les apports, sans tomber dans la malnutrition, semble ralentir le vieillissement et prolonger la vie. Pourquoi? Parce que la cellule, croyant traverser une période de disette, active ses mécanismes d'entretien. Elle se met à recycler ses propres déchets, à digérer ses vieilles structures pour en faire du neuf, dans un grand nettoyage interne que les biologistes nomment l'autophagie, ce qui veut dire, mot à mot, se manger soi-même. C'est un processus magnifique, par lequel la cellule détruit ses parties usées pour les renouveler. Et cette autophagie, ce ménage salvateur, s'active justement quand la nourriture se fait rare. Voilà pourquoi le jeûne, la sobriété, la modération, semblent si liés à la longévité dans le monde animal. Mais ici encore, prudence. Chez l'être humain, les choses sont moins claires, plus difficiles à mesurer, et personne ne te promet de vivre 150 ans en te privant de dîner. C'est une piste sérieuse, étudiée, prometteuse, mais qui garde encore une grande part de mystère. Il y a encore une chose que tu dois savoir, car elle touche à ta défense la plus profonde, ce système immunitaire qui te protège jour et nuit des microbes et des cellules devenues folles. Lui aussi vieillit, et son vieillissement a des conséquences que l'on mesure à peine. Quand tu es jeune, ton armée immunitaire est vaste, variée, prompte à reconnaître tout intrus. Elle apprend, elle s'adapte, elle garde en mémoire chaque ennemi rencontré. Mais avec les années, cette armée se réduit, se fatigue, perd de sa diversité. Le grand organe qui formait tes nouveaux soldats immunitaires, niché derrière ton sternum, se rétrécit dès la fin de l'enfance et ne cesse de décliner par la suite. Tu te bats, en vieillissant,
avec une garnison moins nombreuse et moins alerte. C'est pourquoi les maladies frappent avec plus de rudesse les anciens, et pourquoi le ménage des cellules sénescentes, dont je t'ai parlé, se fait de moins en moins bien. Ton système immunitaire, ce gardien si dévoué, finit lui-même par avoir besoin qu'on le protège. Et son déclin nourrit, à son tour, l'inflammation lente qui couve dans tout le corps. Encore un fil de la toile, encore une pièce qui tire sur toutes les autres. Tu vois maintenant à quel point le vieillissement est une affaire profonde, écrite au plus intime de tes cellules, et non une simple usure du dehors. Mais une question doit te brûler les lèvres, une question que pose tout enfant en regardant les vieux et les jeunes autour de lui. Pourquoi certains êtres vivent-ils si peu, et d'autres si longtemps? Pourquoi une souris ne vit-elle que 2 ou 3 ans, quand un homme en vit 80, et certaines créatures bien davantage? Et surtout, plus troublant encore, comment se fait-il que certaines espèces semblent à peine vieillir du tout? Car oui, cela existe. Il y a, dans le grand livre du vivant, des créatures qui défient le temps d'une façon qui devrait te laisser sans voix. Et c'est vers elles que je veux le conduire maintenant, car elles détiennent peut-être quelques-uns des secrets que la science cherche avec le plus d'ardeur. Mais avant de te montrer ces champions de la longévité, il faut que tu saisisses une règle générale, troublante par sa simplicité. Dans le grand livre des animaux, il existe un lien étrange entre la taille d'un être et la durée de sa vie. En gros, et avec bien des exceptions, les petits animaux vivent peu, et les grands vivent longtemps. Une musaraigne, minuscule, ne vit qu'1 an ou 2. Un éléphant en vit 60 ou 70. Et il y a, derrière cette règle, une idée fascinante. Les petits animaux ont un cœur qui bat à une vitesse folle, un métabolisme emballé, qui brûle la vie à toute allure. Le cœur d'une souris bat des centaines de fois par minute. Celui d'un éléphant, à peine quelques dizaines. C'est comme si chaque créature disposait d'un certain nombre de battements, d'une certaine ration de vie à dépenser, et que les petits la dépensaient vite, les grands s'en hâtent. Cette idée n'est pas tout à fait exacte, la nature est plus subtile que cela. Mais elle dit une part de vérité. Vivre vite, brûler fort, c'est souvent s'user plus tôt. Et c'est justement ce qui rend les exceptions à cette règle si précieuses, car ce sont elles qui montrent qu'on peut tricher avec ce marché. Commençons par une humble créature des fonds marins, qui pourrait bien être l'un des êtres les plus âgés de la planète. Songe à certains requins qui glissent dans les eaux glacées du Grand Nord, dans l'océan Arctique. Ces requins-là grandissent avec une lenteur extrême, et l'on a découvert, en étudiant leurs tissus, qu'ils pouvaient atteindre des âges absolument prodigieux. Certains de ces requins qui nagent aujourd'hui dans les mers froides seraient nés il y a plusieurs siècles. Songe à cela un instant. Il existe peut-être, en ce moment même, dans les profondeurs sombres de l'Arctique, des requins qui étaient déjà vivants à une époque où l'on bâtissait encore les grands voiliers de bois. Des animaux qui ont traversé des siècles entiers, qui ont vu défiler des générations et des générations d'hommes, et qui glissent toujours, silencieux, dans le froid des abysses. Comment font-ils? On l'ignore encore en grande partie. Leur vie lente, leur métabolisme ralenti par le froid, jouent sans doute un rôle. Mais le mystère reste presque tout entier. Et il y a plus étonnant encore. Songe à certaines baleines, les baleines des mers polaires, dont on a découvert qu'elles pouvaient vivre bien au-delà de 2 siècles. On a retrouvé, fichées dans la chair de certaines d'entre elles, de vieilles pointes de harpons façonnées il y a plus de 100 ans, preuve que ces animaux avaient déjà échappé aux chasseurs un siècle plus tôt, et vivaient encore. Une baleine qui vit 200 ans, c'est un animal immense, fait de milliards de cellules. Or, plus un animal a de cellules, et plus il vit longtemps, plus il devrait, en principe, développer de cancer, puisque chaque division cellulaire est une occasion d'erreur. Une baleine devrait crouler sous les tumeurs. Et pourtant non. Ces géants des mers résistent au cancer bien mieux que nous. Comment? Là encore, la science cherche. On soupçonne que ces grands animaux ont développé, au fil de l'évolution, des protections supplémentaires contre le cancer, des mécanismes de surveillance plus puissants, des gènes réparateurs plus nombreux. Comprendre ces protections, c'est l'un des grands espoirs de la recherche, car ce que la baleine a inventé, peut-être pourrions-nous un jour nous en inspirer. Mais le plus troublant de tous, l'animal qui défie le plus au grand jour notre idée du vieillissement, est une petite créature des sols d'Afrique de l'Est, au corps nu et rose, presque aveugle, et d'une laideur attachante. On l'appelle le rataupe nu.
Cette bestiole minuscule, à peine plus grosse qu'une souris, vit pourtant 10 fois plus longtemps qu'elle, près de 30 ans, ce qui est extraordinaire pour un si petit rongeur. Et surtout, elle semble à peine vieillir. À la différence de presque tous les autres animaux, son risque de mourir n'augmente pas vraiment avec l'âge. Une souris ordinaire devient de plus en plus fragile à mesure qu'elle vieillit, jusqu'à mourir. Le ratopnu, lui, garde une probabilité de mourir d'une stabilité déconcertante, année après année, comme s'il échappait en partie à la loi commune du déclin. Il développe très peu de cancers. Ses cellules semblent dotées de protections singulières. Pour les biologistes du vieillissement, cette petite créature est un trésor, une énigme vivante, un être qui semble avoir trouvé, par les voies obscures de l'évolution, quelques-unes des réponses que nous cherchons. Songe aussi, parmi les êtres qui défient le temps, à certains arbres, ces géants patients qui peuvent vivre des millénaires. Il est des pins, accrochés à de hautes montagnes, qui comptent près de 5000 ans d'existence. 5000 ans. Songe que certains de ces arbres étaient déjà de jeunes pousses quand on bâtissait les premières pyramides. Ils ont traversé toute l'histoire écrite des hommes sans broncher, tordus par le vent, brûlés par le soleil, et ils vivent encore. Bien sûr, un arbre n'est pas un animal, sa vie obéit à d'autres règles. Mais il montre, à sa façon, que la durée extrême est possible dans le grand royaume du vivant, qu'il existe des manières d'exister qui semblent presque ignorer le déclin. Chaque fois que la nature nous offre l'un de ces prodiges de longévité, c'est une invitation à comprendre, une fenêtre entr'ouverte sur des mécanismes que nous ne soupçonnions pas. La vie, décidément, a essayé bien des choses, et le vieillissement tel que tu le connais n'est que l'une de ses innombrables inventions. Et puis il y a, tout au bout de cette galerie de prodiges, une créature qui pousse l'étrangeté jusqu'à son comble, au point de remettre en cause l'idée même de mort par vieillesse. C'est une minuscule méduse, presque invisible, qui flotte dans les mers chaudes. Quand cette méduse vieillit, ou quand elle est blessée, ou affamée, il lui arrive de faire une chose tout à fait stupéfiante. Au lieu de mourir, elle rebrousse chemin. Ses cellules se transforment, reviennent en arrière, et l'animal adulte se reconstruit en sa forme juvénile, retournant à un stade antérieur de sa vie, comme si un papillon pouvait redevenir chenille. Puis, de cette forme rajeunie, elle peut grandir de nouveau et recommencer son cycle. En théorie, une telle créature pourrait répéter ce tour indéfiniment, échappant ainsi à la mort par vieillissement. On l'a même surnommée la méduse immortelle. Garde-toi pourtant de rêver trop vite. Cette méduse n'est pas invincible. Elle peut être mangée, tomber malade, mourir de 1000 façons. Et son secret, ce retournement de ses cellules, est encore loin d'être compris. Mais elle prouve une chose immense, une chose qui devrait te remplir d'émerveillement. Le vieillissement n'est pas une loi absolue de l'univers. Il n'est pas inscrit dans la matière comme une fatalité. C'est une solution parmi d'autres, que la vie a adoptée le plus souvent, mais pas toujours. Laisse cette idée résonner en toi, car elle est l'une des plus profondes de toute cette histoire. Si certaines créatures vieillissent à peine, si d'autres peuvent en quelque sorte rajeunir, alors le vieillissement n'est pas une nécessité physique inéluctable. Ce n'est pas comme la chute des objets ou le refroidissement des choses chaudes, une loi à laquelle rien n'échappe. C'est un programme biologique, une stratégie que l'évolution a façonnée, et qui aurait pu être tout autre. Cela nous ramène à la grande énigme que je t'avais posée au début de notre voyage. Pourquoi, alors que la vie peut se perpétuer sans fin, ton corps est-il mortel? Pourquoi l'évolution a-t-elle, dans la plupart des cas, choisi le vieillissement? Le moment est venu de refermer cette boucle, et la réponse, tu vas le voir, est d'une beauté inattendue. Pour la comprendre, il faut penser comme pense l'évolution, qui ne pense en réalité à rien, mais qui trie, sans cesse, ce qui se transmet et ce qui s'éteint. Imagine une créature dans la nature sauvage. Dans la nature, presque rien ne meurt de vieillesse. Les animaux sont mangés, ils meurent de faim, de froid, de maladie, d'accidents, bien avant d'avoir le temps de vieillir. Une souris des champs a très peu de chances de mourir un jour de vieillesse, car un prédateur, un hiver rude ou une maladie l'emportera bien avant. Songe à ce que cela implique. Si presque aucun individu ne vit assez vieux pour connaître la vieillesse, alors l'évolution ne peut presque pas agir sur ce qui se passe à un grand âge. Un défaut qui ne se manifeste qu'à un âge avancé
qu'aucun animal natin dans la nature ne sera jamais éliminé par la sélection, puisqu'il ne gêne personne avant la mort par d'autres causes. Les ennuis de la vieillesse passent, en quelque sorte, sous le radar de l'évolution. Voilà déjà une première clé. Mais il y a plus subtil, et plus beau. Imagine un gène qui rendrait un animal plus vigoureux dans sa jeunesse, qui lui donnerait plus de force, plus de descendants, plus de chances de transmettre ses gènes, mais qui, en contrepartie, l'userait davantage et le ferait vieillir plus vite une fois passé l'âge de la reproduction. Que va faire l'évolution d'un tel gène? Elle va le favoriser, sans hésiter, car l'avantage qu'il procure dans la jeunesse, au moment crucial de la reproduction, l'emporte de loin sur l'inconvénient qu'il cause dans une vieillesse que la plupart n'atteindront jamais. L'évolution préfère toujours un présent fécond à un avenir lointain. Et voilà l'une des grandes explications du vieillissement. Il serait, en partie, le prix à payer pour la vigueur de la jeunesse. Les mêmes mécanismes qui te font croître, te reproduire, te dépenser sans compter dans la fleur de l'âge, sont peut-être ceux qui, poursuivant leur élan une fois leur tâche accomplie, finissent par t'user. La jeunesse et la vieillesse seraient les deux faces d'une même pièce, écrites par les mêmes gènes. Les biologistes ont une belle image pour dire cela. Ils parlent du corps comme d'une enveloppe destinée à porter, le temps d'une vie, la précieuse lignée des cellules qui transmettent l'héritage. Cette enveloppe, ce corps, la nature ne la construit pas pour durer sans fin. Elle la construit pour durer assez longtemps, juste assez, pour accomplir sa tâche, qui est de faire naître la génération suivante et de la mener jusqu'à son autonomie. Au-delà, l'entretien du corps coûterait à l'évolution plus qu'il ne rapporte. Il vaut mieux, du point de vue impitoyable de la transmission, investir ses ressources dans la jeunesse et la reproduction, plutôt que dans la réparation sans fin d'un corps vieillissant. C'est un calcul froid, sans cruauté ni intention, le simple résultat de millions d'années de tri. Et c'est ce calcul qui explique pourquoi ton corps est si bien construit, comme une merveille, pour la première partie de la vie, et de moins en moins entretenu pour la suite. Tu n'es pas mal fait. Tu es fait, comme tous les êtres vivants, pour transmettre d'abord, et pour durer ensuite seulement dans la mesure du possible. Comprends ce que cela change dans ton regard. Ton vieillissement n'est pas une malédiction, ni une erreur, ni une punition. C'est, en un sens, l'ombre portée de ta vitalité passée, la rançon d'avoir été jeune, fécond, vivant. La vie a misé sur la transmission, sur le renouvellement des générations, plutôt que sur la durée d'un seul corps. Elle a préféré faire des êtres neufs plutôt que de réparer sans fin les anciens. C'est une stratégie, et elle est d'une efficacité redoutable, car c'est elle qui a permis à la vie de s'adapter, de se transformer, de coloniser la terre entière en se réinventant à chaque génération. Ton corps mortel est le prix de cette extraordinaire fécondité du vivant. Tu meurs, en quelque sorte, pour que la vie, elle, continue de changer et de durer. Il y a là une forme de grandeur tranquille, si tu sais la regarder sans crainte. Mais revenons à présent au temps présent, à cette nuit, et à la grande question qui anime tant de laboratoires de par le monde. Puisque le vieillissement est un programme, et non une fatalité, peut-on le ralentir? Peut-on le repousser, l'adoucir, en prolonger les bonnes années? C'est ici qu'il me faut être avec toi d'une honnêteté parfaite, car c'est un domaine où l'on raconte beaucoup de sottises, où l'on vend beaucoup de rêves et de poudre de perlimpinpin. Alors écoute bien la part de vrai, distincte de la part de fantasme. La science du vieillissement a fait, ces dernières années, des progrès considérables dans la compréhension des mécanismes. Elle sait aujourd'hui ce qui vieillit, et pourquoi, bien mieux qu'il y a 20 ans. Mais comprendre n'est pas guérir. Entre savoir comment fonctionne une horloge et savoir la remonter, il y a un long chemin, et nous n'en sommes qu'au premier pas. Il est une expérience étrange et célèbre que je veux te raconter, car elle dit beaucoup sur cet état de la recherche, à la fois ce qu'il a de prometteur et ce qu'il a de troublant. Des chercheurs ont voulu savoir si le vieillissement tenait seulement à l'état des cellules, ou s'il y avait aussi quelque chose dans le sang lui-même, quelque chose qui circule et qui change avec l'âge. Alors ils ont relié la circulation sanguine d'un jeune animal à celle d'un vieil animal, de sorte que leur sang se mêle. Et ils ont observé un résultat étonnant. Le vieil animal a vu certains de ses tissus reprendre de la vigueur, comme rajeunis par le sang jeune qui circulait désormais en lui. Ses muscles, certaines parties de son cerveau, semblaient retrouver un peu de leur jeunesse perdue. À l'inverse, le jeune animal, lui,
paraissait vieillir un peu sous l'effet du sang ancien. Comme si le sang portait en lui des messagers de jeunesse et d'autres messagers de vieillesse. Cette expérience a enflammé les imaginations, fait naître 1000 espoirs et hélas, 1000 charlatans. Car la réalité est bien plus complexe qu'une simple transfusion de jouvence. On cherche encore quels sont ces facteurs portés par le sang, comment ils agissent, et l'on est très loin d'en tirer un remède. Garde cette nuance précieuse. Une découverte fascinante n'est pas un traitement. Le chemin du laboratoire jusqu'au lit du malade est long, semé d'échecs, et il faut s'en méfier autant que s'en émerveiller. Que sait-on faire, aujourd'hui, qui ne relève pas de la promesse en l'air? On sait, chez l'animal de laboratoire, prolonger la vie de plusieurs façons. En réduisant la nourriture, comme je te l'ai dit. En éliminant les cellules sénescentes avec des sénolytiques. Avec certaines molécules qui imitent les effets de la restriction alimentaire, ou qui agissent sur les capteurs de nutriments dont je t'ai parlé. Chez la souris, chez le ver, chez la mouche, on a su allonger la vie, parfois de façon spectaculaire. Mais l'attention au passage de l'animal à l'homme, ce gouffre que tant de belles découvertes n'ont jamais franchi. Ce qui prolonge la vie d'un ver minuscule, dont l'organisme est si simple, ne fait pas forcément le même effet sur un être aussi complexe que toi. Et les essais chez l'homme sont longs, difficiles, car une vie humaine est si longue qu'il faut des décennies pour mesurer si une intervention ralentit vraiment le vieillissement. La patience est ici une vertu obligatoire, et la prudence, une nécessité. Il y a pourtant une piste qui a fait beaucoup rêver, et dont je veux te parler avec soin, car elle est à la fois magnifique et fragile. Tu te souviens des horloges épigénétiques, ces annotations qui se brouillent avec l'âge et qui permettent de lire l'âge biologique d'une cellule. Des chercheurs se sont demandé une chose vertigineuse. Et si l'on pouvait remettre ces annotations en ordre? Et si l'on pouvait, en quelque sorte, rappeler à une cellule âgée le souvenir de sa jeunesse, lui faire effacer une partie de ses marques du temps? On a découvert qu'il existe un petit groupe de molécules capables, dans certaines conditions, de ramener une cellule à un état plus jeune, de la reprogrammer. Et dans des expériences sur des animaux, on est parvenu à rajeunir en partie certaines cellules, à restaurer des fonctions perdues, à redonner par exemple la vue à des souris dont les nerfs étaient abîmés. Ces résultats sont réels, publiés, étudiés avec sérieux. Ils ouvrent une porte que l'on croyait à jamais fermée, celle d'un vieillissement non seulement ralenti, mais peut-être, en partie, réversible. Mais voici aussitôt le revers, et il faut que tu le connaisses pour ne pas te bercer d'illusions. Cette reprogrammation est une lame à double tranchant, d'une dangerosité extrême. Car ramener une cellule trop loin en arrière, c'est lui faire oublier non seulement son âge, mais aussi son identité, son rôle, ce qu'elle est censée être. Et une cellule qui oublie qui elle est, qui se met à se diviser sans plus respecter les règles, c'est, là encore, le risque du cancer. Toute la difficulté, le fil sur lequel marchent les chercheurs, est de rajeunir une cellule juste ce qu'il faut, en effaçant les marques du temps sans effacer celles de son métier. C'est un équilibre d'une finesse extrême, que l'on est loin de maîtriser. Voilà pourquoi, quand tu entends parler de pilules de jouvence ou de rajeunissement imminent, tu dois garder la tête froide. Il y a une science vraie, sérieuse, passionnante, derrière ces mots. Mais il y a aussi, hélas, beaucoup de marchands d'illusions qui exploitent l'espoir des gens. La vérité, c'est que nous comprenons de mieux en mieux le vieillissement, et que peut-être, un jour, nous saurons l'adoucir. Mais ce jour n'est pas encore venu, et nul ne sait quand il viendra. Alors que faut-il en penser, cette nuit, allongée dans le calme? Faut-il espérer ou se résigner? Je crois qu'il y a un chemin entre les deux, un chemin de sérénité lucide. Car même sans pilule miracle, même sans reprogrammation des cellules, on sait déjà certaines choses simples et vraies sur ce qui aide tes cellules à vieillir en bonne santé. Le sommeil, ce sommeil même que tu cherches en ce moment, est l'un des grands réparateurs du corps. C'est durant la nuit que tes cellules font leur grand ménage, que ton cerveau se nettoie, que tes tissus se réparent. Le mouvement régulier, l'activité du corps, entretient tes mitochondries et ralentit leur déclin. Une nourriture mesurée, sans excès, ménage tes capteurs de nutriments. Et même les liens que tu tisses avec les autres, la chaleur des relations, la paix de l'esprit, laissent une trace dans ta biologie, jusque dans la longueur de tes télomères. Tu n'es pas tout à fait spectateur de ton vieillissement. Tu en es, pour une part,
le jardinier discret. Mais je voudrais, avant de te laisser au sommeil, te conduire vers une pensée plus vaste, plus apaisante encore, car c'est elle, peut-être, le vrai trésor de cette nuit. Nous avons parlé du vieillissement comme d'un problème, d'une chose à combattre. Et il est juste de vouloir vivre longtemps et en bonne santé. Mais regarde le vieillissement aussi sous un autre jour, et tu trouveras une étrange paix. Songe que ce qui te fait vieillir est exactement ce qui te fait vivre. Ces cellules qui se divisent et qui, ce faisant, usent leur télomère, ce sont elles qui réparent tes blessures et renouvellent ta peau. Ces mitochondries qui te corrodent à bas bruit sont celles qui te donnent l'énergie de chaque battement de ton cœur. Cet ADN qui se couvre de cicatrices est le livre qui te construit à chaque instant. Le vieillissement n'est pas une chose qui s'ajoute à la vie pour la gâter. Il est le revers de la vie elle-même, son ombre inséparable, le prix de la merveille d'exister. Il y a, dans tout ce que tu viens d'apprendre, une consolation que je voudrais te rendre tout à fait claire avant que le sommeil ne te prenne. On t'a souvent présenté le vieillissement comme une déchéance, une longue chute, une dégradation où l'on ne perd que des choses. Mais ce n'est pas ainsi que la vie le vit, et ce n'est pas ainsi que tu dois le voir. Le corps qui vieillit n'est pas un corps qui se défait sans réagir. C'est un corps qui résiste, qui se bat, qui répare, qui compense, jour après jour, avec une obstination admirable. Songe que pendant toutes ces années où tu vieilliras, tes cellules ne cesseront jamais de lutter pour te maintenir. Chaque blessure de ton ADN sera traquée et corrigée des milliers de fois par jour. Chaque protéine mal pliée sera repérée et défaite. Chaque tissu usé sera renouvelé tant que les forces le permettront. Le vieillissement n'est pas l'absence de combat. Il est le moment où le combat, longtemps gagné d'avance, devient peu à peu plus serré. Et il y a une dignité immense dans cette lutte tenace, silencieuse, que ton corps mène pour toi sans jamais demander de remerciement. Pense aussi à ce que tu es, à l'échelle du temps. Tu es le dernier maillon d'une chaîne qui remonte, sans une seule rupture, jusqu'aux premières cellules nées dans les océans de la Terre, il y a près de 4 milliards d'années. Chacun de tes ancêtres, sans exception, a vécu assez longtemps pour transmettre la vie. Pas un seul n'a manqué à ce relais. Tu es, en chair et en os, la pointe vivante de ce fil immense et ininterrompu. Et un jour, ce fil pourra se prolonger encore au-delà de toi, ou bien s'achever en toi, mais dans les deux cas, ta propre vie aura été une part irremplaçable de cette grande histoire. Ton corps, ce corps qui vieillit, a porté en lui, le temps d'une vie, la flamme transmise depuis l'aube du vivant. Il y a là de quoi se sentir, non pas petit et passager, mais relié, dépositaire, maillon précieux d'une chaîne d'une longueur inconcevable. Et quand tu songes vraiment, le vieillissement cesse d'être un ennemi pour devenir une sorte de compagnon, le témoin de tout ce que tu as traversé. Chaque ride est la trace d'années vécues, de sourires répétés, de soleil contemplé. Chaque cheveu qui change de couleur est une marque du temps que tu as eu la chance d'habiter. Vieillir, c'est avoir vécu. C'est avoir échappé, jour après jour, à 1000 fins possibles, et avoir continué d'exister, de penser, d'aimer, de regarder le monde. Les cellules qui vieillissent en toi cette nuit sont les mêmes qui t'ont porté à travers toutes tes années, qui ont battu et respiré et pensé sans relâche depuis le premier jour. Elles ont bien mérité leur fatigue. Et toi, tu peux les regarder avec une sorte de tendresse, comme on regarde un vieux compagnon de route qui a fait avec toi tout le chemin. Laisse maintenant cette pensée t'apaiser tout à fait, à mesure que la nuit t'enveloppe. Quelque part au fond de toi, à cet instant, des milliards de cellules veillent, travaillent, se réparent dans le silence. Tes mitochondries fournissent, sans bruit, l'énergie de ton repos. Tes machines réparatrices parcourent ton ADN et corrigent les blessures du jour. Pendant que ton esprit se laisse glisser vers le sommeil, ton corps, lui, accomplit sa lente et fidèle besogne, comme il a fait chaque nuit de ta vie, comme il continuera de le faire tant que dureront tes jours. Il n'y a là rien à craindre, rien à combattre. Il n'y a qu'à se laisser porter par cette vie minuscule et innombrable qui te compose, cette foule de cellules qui ne te demandent rien sinon de leur faire confiance, et de reposer. Et si, demain, la science finit par trouver le moyen de ralentir ce grand mouvement, d'offrir aux hommes quelques années de plus en bonne santé, ce sera une belle chose, et il faut le souhaiter. Mais que ce jour vienne ou non, tu peux dès cette nuit cesser de craindre ton propre corps et le temps qui passe en lui. Car tu sais désormais ce qui se joue, là, dans le secret de tes cellules.
Tu sais que vieillir n'est pas se briser, mais se transformer. Tu sais que tu es fait de la même étoffe que les requins des âges et les méduses qui rajeunissent, que tu portes en toi des horloges et des réparateurs, des centrales héritées d'anciennes bactéries, et un livre de la vie copié des milliards de fois depuis l'origine du monde. Tu es une merveille de complexité, une cité de 1 000 milliards d'habitants, une histoire de 4 milliards d'années écrite en chair et en mémoire. Et cette histoire, cette nuit, n'a besoin de rien d'autre que de ton repos. Alors laisse aller. Laisse ton corps continuer son œuvre patiente dans l'ombre. Et que cette nuit, et toutes celles à venir, te soient douces. Bonne nuit.